Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. C'est une onde de choc mondiale. Depuis plusieurs mois, inflation et crise énergétique s'installent durablement sur les 5 continents, devenant même la principale menace sur la croissance économique. Dans la zone euro, l'inflation a atteint un record historique en juin à 8,6%, son niveau le plus haut depuis la création de la monnaie unique. En France, le gouvernement appelle à la sobriété énergétique tout en cherchant à protéger le pouvoir d'achat. En effet, faute d'un approvisionnement suffisant ou de coûts de l'énergie trop élevés, les Français pourraient avoir du mal à se chauffer cet hiver. Dans cette situation marquée par l'incertitude, nous allons tenter de savoir quelles sont les perspectives avec un expert énergéticien, Philippe Charlez. Bonjour Philippe Charlez. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous dans le 8e arrondissement à Paris. Merci à vous d'être venu pour cette interview. Alors je vous présente, vous êtes un ingénieur des mines de l'École Polytechnique de Mons en Belgique et docteur en physique de l'Institut de physique du Globe à Paris. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le climat, l'économie, l'énergie, dont le plus récent s'intitule « L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale » et il est paru le 12 octobre 2021 aux éditions Jacques-Marie Laffont. Et je crois qu'il y a un petit dernier qui va nous arriver bientôt. Alors, il y a un petit dernier qui devrait arriver à la mi-octobre, qui est un peu un condensé de l'utopie de la croissance verte, mais disons de façon beaucoup plus simple et plus accessible, et donc que j'ai intitulé « Les 10 commandements de la transition énergétique ». J'ai repris un petit peu les 10 commandements de Dieu, essayé de donner 10 règles de ce que je crois être la transition énergétique la plus souhaitable pour les citoyens. Alors, en attendant, mardi 26 juillet, le FMI a révisé à la baisse ses perspectives de croissance économique en raison notamment d'une inflation plus forte que prévue, en particulier dans le monde entier, mais en particulier aux États-Unis et dans les principales économies européennes. Philippe Charlez, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du lien entre croissance économique, inflation et énergie ? Alors, il y a une incontestable corrélation entre l'énergie et l'inflation, puisqu'à partir du moment où les prix de l'énergie augmentent, comme l'énergie intervient dans la plupart des biens de consommation, et d'ailleurs aussi dans les services, puisque l'informatique, par exemple, est un gros consommateur d'énergie, il y a d'office un impact sur l'ensemble des prix, et donc il y a une corrélation, un impact qui est assez facile à comprendre entre les prix de l'énergie et l'inflation. D'ailleurs, historiquement, le premier choc pétrolier qui date de 1973-74 a été suivi par une période inflationniste encore bien supérieure à celle qui commence aujourd'hui. Il y a notamment 2 années cultes, je dirais, 1980-1981, où on assiste à des inflations qui sont à peu près de 15%. Donc, ce qui veut dire que les prix avaient augmenté pratiquement d'un tiers sur les années 1980-1981. Et au contraire, à partir de 1985, où on assiste au contre-choc pétrolier, à l'effondrement des prix du pétrole, on assiste alors à une déflation et une réduction des prix. Donc il y a une corrélation très nette. Il y a une corrélation très nette. Par contre, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre inflation et récession. Alors bien sûr, à partir du moment où les prix de l'énergie augmentent fortement, il peut y avoir un déplacement de la consommation vers l'énergie et donc une baisse de la consommation pour d'autres biens, et donc ça peut avoir un impact sur l'économie. Mais par exemple, quand on reprend le premier choc pétrolier, on a eu une seule année de récession, alors qu'on a eu une dizaine d'années d'inflation. Donc ce qui veut dire que inflation et récession ne sont pas nécessairement corrélées. D'accord, mais on voit bien par contre que l'énergie est toujours présente. Mais que l'énergie, par contre, est corrélée à l'inflation, voilà. Ça ne fait pas nombre d'un doute. Alors, donc, le gaz, puisque c'est l'un des sujets, justement, concernant l'énergie,
Il est un élément crucial, notamment dans la fabrication des intrants dans l'agriculture. Y a-t-il des risques de conséquences en cascade, justement, d'inflation sur les produits alimentaires en raison de l'augmentation des prix de l'énergie? Alors je dirais oui, mais relativement modérément. Les engrais sont, c'est vrai, fabriqués à partir de gaz, mais aussi à partir d'ammoniac. Donc la production d'ammoniac dépend de la production du gaz et donc le prix de l'ammoniac devrait augmenter et donc les prix des engrais devraient augmenter. Mais je crois que la flambée de certains produits alimentaires aujourd'hui est, à mon avis, davantage due au conflit russo-ukrainien et notamment au fait que l'Ukraine était et est toujours d'ailleurs un énorme producteur de produits alimentaires. Le blé, on sait que l'huile de tournesol est provient essentiellement d'Ukraine. On ne trouve plus de moutarde aujourd'hui dans les rayons parce qu'on manque d'huile de tournesol et que l'huile de tournesol est utilisée pour la moutarde, pour la mayonnaise, etc. Donc je pense que l'inflation des produits alimentaires est davantage due au conflit russo-ukrainien que directement à l'accroissement des prix de l'énergie, bien que ceux-ci peuvent avoir quand même un impact incontestable. On va parler tout à l'heure des causes de cette inflation, mais c'est une situation qui inquiète beaucoup les Français. Depuis quelques semaines, le gouvernement les appelle d'ailleurs à faire évoluer leur comportement, à essayer d'être plus sobres, notamment dans leur consommation d'énergie. Nous nous sommes rendus dans les rues de Paris pour voir ce qu'ils en pensent. Tout de suite, quelques réactions dans ce micro-trottoir. Je vais vous répondre très simplement. J'ai reçu ma dernière facture EDF-GDF sur un tarif qui était bloqué pendant 5 ans de manière contractuelle. Je viens de prendre 100 € de plus par mois, ce qui fait un tiers de plus sur la facture. Que ce soit pour faire des petits plaisirs de la vie, aller au restaurant avec des copines ou boire un verre, ça devient très compliqué. Même pour acheter des fringues, ça devient... c'est trop cher. Quand on fera des courses par exemple, les prix ont augmenté. De toute façon, je suis jeune, je suis un jeune travailleur, jeune actif. Donc je vois que les prix ont également augmenté, donc c'est incroyable à la caisse. C'est dur. À la caisse, 50 €, c'est plus rien, quoi. Moi, j'ai déjà programmé en tous les cas mon chauffage, parce que je suis électrique, tout électrique chez moi. Donc mon chauffage sera à 19 et pas plus, mais ça ne me dérange pas. Je ne prends pas les voitures, je prends les transports publics, je marche, je teigne toutes les lumières. Et c'est ça, on fait des économies. Déjà, je ne prends plus de bain, je prends pratiquement des douches. Donc ça réduit un petit peu ma consommation d'électricité. Et j'essaye d'éteindre la plupart des lampes quand je quitte une pièce. Les lumières, j'ai quand même baissé. J'ai les LED à la maison, donc ça économise quand même pas mal. Voilà, et ça je le fais depuis très longtemps. Il faudrait que ceux qui sont dans les ministères, au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui diminuent leur consommation énergétique. Le président également, qui donne l'exemple. Mais un véritable exemple. Ça, c'est les hautes sphères qui voient ça. De toute façon, on n'a pas notre mot à dire, ça ne change rien. Donc voilà, on ne voit pas pourquoi se prendre la tête avec des choses qui, de toute façon, ne changeront pas. Ne serait-ce que pour l'énergie, l'électricité, je fais attention, je ferme tout. Le gaz, j'essaye de mettre des couvercles, je fais tout ce qu'on me dit de faire pour faire des économies d'énergie parce que ça impacte beaucoup, ainsi que l'essence. Je marche beaucoup à pied, oui. Il y a des pays qui coupent l'électricité pendant 1 heure, tous les jours. Aujourd'hui, vous promenez-vous ici, le soir. Tout est allumé. Allez à la Défense, tout est allumé. Commençons par faire des vraies économies. Vous avez les lampadaires, il y a des lampadaires à reconnaissance. Vous passez devant, ça s'allume. Non, ça reste allumé toute la nuit. Donc commençons par faire des vraies économies, apprendre aux gens de faire des petites économies. Il faudrait tous se mobiliser pour essayer que ça ne nous arrive pas, quoi, essayer de faire passer le message, parce que sûrement qu'il y en a qui ne savent pas dans quelle situation on est, leur faire prendre connaissance à tout le monde.
Un projet de loi sur la protection du pouvoir d'achat a été adopté en première lecture par les députés le 22 juillet 2022. N'y a-t-il pas une contradiction entre ces mesures de protection du pouvoir d'achat et les efforts qui sont demandés à la population face à la situation, la sobriété par exemple, dont on a parlé? Alors, il y a en fait deux moyens de réduire la consommation d'énergie. La première, c'est la réduction dite par l'offre, c'est-à-dire par les prix. Donc, c'est-à-dire l'offre diminue, les prix augmentent, et comme les prix augmentent, la demande faiblit parce que les prix sont trop élevés. Puis vous avez un deuxième moyen dont on parlera après, c'est par la demande. Donc, c'est-à-dire que c'est au contraire le consommateur qui décide de réduire la demande. Aujourd'hui, on est dans une crise de l'offre et non pas dans une crise de la demande. Donc, une crise de l'offre sur laquelle on reviendra après, qui ont fait augmenter les prix, et elle était bien antérieure au conflit russo-ukrainien, mais le conflit russo-ukrainien, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui a fait augmenter les prix. Alors, on pourrait donc se satisfaire de dire on réduit la consommation par l'offre, donc par les prix, mais évidemment, ça pose des problèmes sociaux derrière. Et donc, ce que l'État a décidé, c'est en fait de compenser les augmentations de prix par le package pouvoir d'achat. Le problème, c'est que, inversement, c'est évidemment un très mauvais signal pour le climat, puisque à partir du moment où on baisse les prix, on accélère la consommation, on fait l'effet inverse, et donc évidemment, ça n'est pas un très bon signal pour le climat. Oui, parce qu'il y a toujours ce problème du climat aussi qui plane. Mais maintenant, on peut considérer qu'on est dans une situation très particulière à cause du conflit russo-ukrainien, et que donc cette situation-là ne va pas perdurer indéfiniment. Oui, voilà. Alors, on va peut-être revenir justement sur les causes de cette inflation. Oui. Vous l'avez dit à l'instant, l'augmentation des prix a été accélérée par le conflit russo-ukrainien. Mais cette volatilité était antérieure, n'est-ce pas, au début de ce conflit, puisqu'on se souvient qu'à l'été 2021, on avait déjà constaté une importante augmentation des prix. Qu'est-ce qui a structurellement provoqué cette inflation? Alors, le mot structurel est très important, alors qu'au contraire, le conflit russo-ukrainien serait plutôt une cause conjoncturelle, je dirais. Alors, pour bien comprendre pourquoi les prix à la fois du gaz, du pétrole, même du charbon et de l'électricité, qui en est une conséquence, ont fortement augmenté au cours des 6 derniers mois. Il faut remonter en fait à 2015. En 2015, on a l'effet contraire, suite à le fait que la planète est inondée notamment de pétrole et de gaz de schiste, les prix vont s'effondrer. Et suite à cet effondrement des prix, les investissements dans l'exploration-production pétrolière va s'effondrer au cours des années suivantes. Alors de façon extrêmement spectaculaire, en 2014, la planète entière dépense environ 780 milliards de dollars dans les projets pétroliers et gaziers, et cette somme est tombée en 2021 à 326 milliards de dollars, donc c'est-à-dire moins de la moitié. D'ailleurs, l'année 2021 est une année assez exceptionnelle parce que c'est la première année où les investissements en exploration-production pétrolière sont inférieurs aux investissements dans les renouvelables qui ont donc, eux, explosé au cours des années. Donc ce sous-investissement dans l'exploration-production, avec une demande qui, elle, continuait de croître, fait qu'on a une crise de l'offre, et la crise de l'offre dont je vous parlais, elle arrive en 2021, elle est un peu occultée en 2020 à cause de la pandémie, on a une reprise en 2021 et cette rupture de l'offre apparaît, et puis elle est accélérée évidemment par le conflit russo-ukrainien qui crée une crise de l'offre supplémentaire par la réduction de la consommation de pétrole et de gaz russe. Voilà, exactement, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que nous sommes, nous, Français et beaucoup de pays européens, totalement dépendants du gaz russe. Est-ce que l'Europe peut réellement, d'après vous, se passer de ce gaz russe? Alors ça dépend du terme. À très court terme, c'est-à-dire pour l'hiver prochain, ma réponse est clairement non. Il suffit de regarder deux chiffres. L'Europe importe 40%, c'est-à-dire 160 milliards de mètres cubes par an de Russie. Et on ne peut remplacer ce gaz qui ne serait plus importé de Russie par du gaz naturel liquéfié. Pour une raison bien simple, c'est que le gaz, contrairement au pétrole, il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'il se déplace extrêmement difficilement. Quand vous avez du gaz qui est transporté par gazoduc, vous avez un point de départ, un point d'arrivée. On ne peut pas changer les points de départ et les points d'arrivée. Ça prend des années pour construire un gazoduc. Ça prend des années pour reconstruire des gazoducs. Le pétrole, au contraire, il circule sur tous les océans de la planète, il peut faire demi-tour, aller où il veut. Et
pour remplacer ce gaz, la seule solution, c'est du gaz naturel liquéfié qui, lui, aura les propriétés du pétrole. Le problème est que le marché mondial de gaz naturel liquéfié, c'est 480 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il faudrait rerouter un tiers du gaz naturel liquéfié qui est déjà vendu dans le sud-est asiatique, essentiellement à la Corée, au Japon et à la Chine, en Europe. Donc c'est-à-dire que ça priverait une grosse partie de ces pays du gaz, et donc ça ferait alors flamber les prix d'une façon absolument démentielle, je dirais. Donc on peut complémenter un petit peu le manque à produire du gaz russe par un petit peu de GNL provenant notamment des États-Unis, un petit peu plus de gaz provenant de Norvège ou même d'Algérie et du Qatar, mais remplacer en totalité, à court terme, c'est totalement impossible. Donc ces nouveaux partenaires que nous sommes en train de chercher ne suffiront pas à subvenir à l'ensemble de nos besoins. Ce ne sont même pas des nouveaux partenaires, hein, parce que, par exemple, la Norvège est le principal fournisseur de gaz actuel de la France. Ce n'est pas la Russie, c'est bien la Norvège. L'Algérie, le Qatar sont des fournisseurs, le Nigeria aussi sont des fournisseurs historiques, mais dont les capacités de production ne peuvent pas compenser le manque à produire russe qu'on n'importerait plus. Donc je maintiens qu'on ne peut pas se passer du gaz russe. Alors tous les pays ne sont pas sur le même pied d'égalité, donc c'est-à-dire que la France est beaucoup moins dépendante à la fois du gaz en général, mais du gaz russe que par exemple l'Allemagne. Le gaz russe représente 3% de la consommation énergétique française, c'est 16% pour l'Allemagne. Essayer de réduire sa consommation pour réduire de 3%, c'est compliqué, mais ça pourrait être possible. 16%, c'est tout à fait impossible. D'accord. Et la question suivante qui me vient spontanément, est-ce que nous ne sommes pas en train de passer d'une dépendance à une autre en allant vers de nouveaux partenaires? De toute façon, quelle que soit l'énergie que vous utilisez, on sera toujours dépendant puisqu'on ne produit aucune matière première énergétique en Europe. On ne produit pas d'uranium, on ne produit pas les métaux rares qui servent à fabriquer les éoliennes et les panneaux solaires, on ne produit pas de pétrole, on ne produit pas de gaz, encore un petit peu de charbon, mais très peu. Donc de toute façon, vous allez passer d'une énergie à l'autre. Si par exemple vous passez massivement au nucléaire, il faudra importer de l'uranium. Si vous passez massivement au renouvelable, il faudra importer des métaux rares que l'Europe ne produit pas. Donc de toute façon, c'est échanger une dépendance pour une autre dans tous les cas de figure. Alors en ce qui concerne les stocks de gaz, on est en train de les constituer actuellement pour préparer l'hiver, qui est la période de l'année durant laquelle on en consomme le plus. Où en sont-ils aujourd'hui à l'échelle française et européenne? Alors, le remplissage est en cours et se passe pas trop mal. On est environ à 70%. La France espère arriver à 100% de remplissage. Mais il faut savoir que le stock de gaz, même rempli à 100%, permet de vivre environ entre 2 mois et demi et 3 mois. Donc, c'est-à-dire que même un stock rempli ne permettra pas de vivre l'ensemble de l'hiver sans aucune importation. Donc, de toute façon... Les stocks sont renouvelés au fur et à mesure alors l'hiver, on stocke assez peu, puisqu'on va stocker l'été quand on ne consomme pas. L'hiver, on va vider en grande partie le stock qu'on a rempli l'été. Et puis, on a quand même besoin aussi d'un apport complémentaire de gaz pour arriver à la consommation globale. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire l'illusion qu'avec un stock de 100%, ça résout complètement le problème. Et justement, je vais vous poser la question qui plane. Est-ce qu'on doit craindre un blackout durant cet hiver? Est-ce qu'on va passer Noël avec des gros pulls et sans chauffage? Alors, la question elle est plus européenne que française. C'est-à-dire que si on prenait la France toute seule, elle peut se passer du gaz russe. Donc, c'est-à-dire que les 3% en question, en important un peu de GNL américain, un peu de GNL qatari, ça représente des volumes qui sont tout à fait acceptables. Je vous ai dit que ce n'était pas possible pour l'Allemagne. Or, le président Macron a appelé de ses voeux une solidarité européenne. Et donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que le Français est prêt à se priver de gaz et à avoir froid pour que l'Allemand puisse bénéficier du gaz français. Et c'est loin d'être sûr. Et d'ailleurs, je dirais qu'un début de Poutine dans sa manœuvre, puisqu'il a complètement inversé la situation, puisqu'on l'a menacé d'un embargo qu'on n'a jamais finalement réussi à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est lui qui coupe le robinet, puisque je vous ai dit, il y a un fournisseur et un
receveur. Donc, c'est à la fois le fournisseur qui peut couper ou le receveur qui ne peut pas recevoir. Et donc, un de ses buts, en dehors d'essayer peut-être qu'on réduise nos sanctions, c'est effectivement d'essayer de diviser les Européens. Et là, il a un outil absolument génial pour diviser les Européens cet hiver. En dehors de cette diversification des sources d'approvisionnement, l'Europe, les membres de l'Union européenne cherchent également à diminuer leur consommation de gaz. Chaque État doit faire tout son possible, c'est une décision qui vient d'être prise, pour réduire sa consommation d'au moins 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Philippe Charlès, d'après vous, cette réduction de 15% est-elle crédible? Non, elle n'est pas crédible du tout. Alors, on va faire un petit historique, hein. Entre 2010, sur les 10 dernières années, on a réduit la consommation de 10%, donc c'est-à-dire d'environ 1% par an. Donc 1% par an, ça paraît tout à fait crédible. Je vous ai dit tout à l'heure que la France, pour se priver du gaz russe, devait baisser sa consommation de 3%. Oui. Et je vous ai dit que l'Allemagne baissait de 15%, ce n'était pas possible. Donc baisser sa consommation d'énergie de 15%, c'est absolument impossible, sauf à créer cette fois-ci une très forte récession économique, parce qu'on coupera d'abord l'énergie aux entreprises avant les citoyens et les particuliers, et donc ça veut dire que c'est entré dans une récession économique assez épouvantable. Donc je ne crois pas qu'on soit capable dans l'hiver prochain de réduire notre consommation de 15%. Si on arrive à réduire de 2-3%, c'est déjà exceptionnel. Alors, il y a peut-être d'autres moyens de réduire la consommation énergétique. Un important travail de prospective a été publié le 16 février 2022 par RTE, Réseau de transport d'électricité. C'est le gestionnaire de réseau transport français. Oui. Ce travail présentait les scénarios de production et de consommation électrique permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, ce rapport, il insiste justement sur la notion d'efficacité énergétique plus que de sobriété. D'après vous, quel secteur pourrait le plus facilement gagner en efficacité énergétique et donc nous permettre de moins consommer d'énergie? Alors, je suis assez d'accord avec RTE, je préfère le concept d'efficacité, voire même d'optimisation énergétique, plutôt que le concept de sobriété énergétique. Alors, vous avez 3 domaines dans lesquels on peut réduire la consommation d'énergie. Vous avez évidemment l'industrie, mais beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Et les 2 autres, c'est essentiellement l'habitat et le transport. Et l'habitat tertiaire, notamment, donc tout ce qui n'est pas habitat résidentiel, couvrant à la fois les bureaux, mais aussi les administrations, les ministères, les écoles, l'éducation nationale. On a probablement de gros efforts à faire. Je prends comme exemple les tours qui restent allumées à la Défense toute la nuit. Je crois qu'on ne pénalisera pas l'économie en les éteignant la nuit quand il y a personne. Donc là, il y a probablement à court terme, c'est probablement dans l'habitat tertiaire que les gains d'énergie à court terme doivent être les plus importants. D'accord, donc c'est peut-être pas les petits gestes du quotidien dont on parle parfois, mais une modification des modes de vie peut-être d'une manière beaucoup plus large. Alors, les petits gestes quotidiens, si, par exemple, des pneus sous-gonflés consomment 1 litre au 100 de plus que des pneus normalement gonflés. Ça, c'est un petit geste au quotidien qui peut tout à fait avoir lieu. Alors, en ce qui concerne la France, depuis les années 70 à peu près, la France a pu compter sur son parc nucléaire qui lui permet de produire une énergie relativement peu carbonée. En juillet, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a insisté sur la relance de ce programme nucléaire français avec 6 nouveaux réacteurs EPR. Après les déboires rencontrés par le parc nucléaire français, on peut dire, ces dernières années, le nucléaire peut-il, d'après vous, encore être considéré comme une solution? On a aujourd'hui, et c'est une des grandes raisons de la dérive des coûts et des délais sur les EPR, c'est le manque de compétences en termes de nucléaire en France. Alors,
deux types de compétences manquent fortement aujourd'hui, les ingénieurs, mais surtout les soudeurs. On manque de façon absolument très marquée de soudeurs en France, et des bons soudeurs, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est long à former. Et donc, c'est à mon avis une profession en matière de formation professionnelle qu'on devrait aujourd'hui relancer. Vous avez une deuxième raison pour laquelle il y a une dérive des coûts et des délais, c'est l'excès de normes. Il y a énormément de normes en France. Oui. Par exemple, il y a moins de normes en Chine par rapport au nucléaire. Évidemment, plus vous rajoutez des normes, plus évidemment Les processus vous sont augmentez les ralentis. délais et Oui. plus vous augmentez les coûts. Alors que le prix du gaz flambe, aujourd'hui, la consommation de charbon repart en flèche. On s'y attendait pas, hein, mais voilà. L'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et l'Italie ont déjà annoncé leur intention de relancer leurs centrales à charbon pour passer l'hiver prochain. Et en ce qui concerne la France, ces deux dernières centrales à charbon, celle de Cordemais Et Saint-Avold, en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold en Moselle, qui venait juste de fermer en mars 2022, pourraient être mobilisées l'hiver prochain. D'après vous, est-ce qu'on ne voit pas là l'illustration de l'incapacité de concilier notre croissance économique et les objectifs climatiques pour lutter contre la catastrophe environnementale? c'est incontestable. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que réouvrir massivement des centrales à charbon vont dans le sens de l'histoire. On revient néanmoins à ce que je vous disais tout à l'heure, à une situation extrêmement particulière qui, on l'espère, ne va pas perdurer. Donc, ce qui veut dire que la réouverture de ces centrales à charbon, il faut quand même le voir de façon temporaire. Alors, il faut encore une fois différencier la France, notamment de l'Allemagne. En Allemagne, ils vont réouvrir presque 20 centrales à charbon. En France, c'est surtout Saint-Avold qui a été décidé, puisque Cormeray n'était pas encore fermé. Et donc, c'est simplement un demi-gigawatt, donc c'est-à-dire un demi-réacteur nucléaire. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est quand même une toute petite production de charbon. Et donc, c'est plus sur un plan psychologique et symbolique que la réouverture d'une centrale à charbon peut poser problème, et de dire on ne va pas du tout dans le sens de l'histoire, mais dans les faits et par rapport aux gaz à effet de serre supplémentaires que ça va induire, c'est vraiment marginal, si j'ose dire. Pour terminer, on va peut-être juste dire un mot sur les énergies renouvelables. Oui. Elles sont aujourd'hui, même si elles ont besoin toujours, vous le disiez tout à l'heure, d'un support, elles sont aujourd'hui de plus en plus compétitives. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur ces énergies renouvelables? Alors la réponse est oui. D'ailleurs, aujourd'hui, 12% de l'électricité mondiale est produite par le solaire et l'éolien. Alors, il faut bien différencier solaire, éolien et hydroélectricité. Parce que l'hydroélectricité est du renouvelable, mais qui existe depuis longtemps et qui n'est pas extrapolable en Europe. Donc, je parle surtout des barrages. Donc, l'hydroélectricité, des barrages. Parce que j'ai été une fois fait piéger dans une conférence où quelqu'un m'avait dit, regardez, puisque je disais que le 100% renouvelable, ce n'était pas possible, il m'avait dit, regardez la Suède, ils sont à 75%. Donc, et en fait, en Suède, oui, ils sont à 75%, mais c'est 60% d'hydroélectricité et 10% de solaire et d'éolien, donc ça fait quand même une différence notable. Alors, c'est vrai, vous avez raison, le prix du solaire et de l'éolien ont fortement baissé et deviennent même bien plus compétitifs au mégawattheure que le nucléaire EPR, puisque le solaire et l'éolien, on est à peu près de l'ordre de éolien terrestre, par contre, pas l'éolien en mer est quand même nettement plus cher. Mais donc l'éolien terrestre, on est à peu près à 60-70 € le mégawattheure, donc c'est-à-dire bien moins cher que le gaz, mais aussi bien moins cher que l'EPR qui est à 100-110. Donc d'un point de vue économique, on pourrait se dire pourquoi pas faire que du renouvelable. Alors, c'est l'avenir, le problème, c'est qu'on compare toujours le prix, mais jamais la valeur. Donc, le problème, c'est qu'un mégawattheure solaire, il n'est pas produit quand vous voulez et où vous voulez, il est produit quand Dame Nature veut et où Dame Nature veut. Et donc, il faut mettre sur un pied d'égalité la valeur du mégawattheure produit avec son coût. Or, la valeur du mégawattheure nucléaire que je peux produire où je veux, quand je veux et combien je veux, a une valeur inestimable, bien supérieure à un mégawattheure où je ne peux pas décider quand je le produis et où je le produis. Donc, de ce côté-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la valeur du mégawattheure solaire et éolien. Donc, ne comparer que les coûts, c'est ne regarder que la moitié du problème. D'accord. Il faut penser à la valeur également. Ah oui, absolument.
Merci beaucoup Philippe Charlès de nous avoir aidés à appréhender les enjeux auxquels nous faisons face en matière d'énergie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission.